Dans l'actualité de ce mardi, attaque à main armée à la station EDK de Saint-Louis. Les braqueurs voulaient s'en prendre à la banque CNCAS avant de se rabattre sur la station. Les 8 assaillants, toujours en fuite, sont activement traqués par les gendarmes. Hausse du prix de l'électricité, le collectif Nyolank réclame un audit de la Sénélec pour en avoir le cœur net sur la gestion de l'entreprise. Le collectif veut maintenir la pression. Une autre marche est prévue vendredi prochain. Au même moment, certains ménages dénoncent une hausse rétroactive du prix de l'électricité. À suivre notre reportage. Diplômés de FASTEF cherchent emploi, cri de détresse de 150 professeurs de la promotion 2013. Voilà 6 ans qu'ils attendent un geste de l'État. Ils se disent tourmentés par le chômage. Et puis à suivre notre reportage Noël du jour, nous le consacrerons à la traditionnelle bûche de Noël. Vous le verrez, pâtissiers et pâtissières rivalisent de recettes et de techniques pour attirer la clientèle à 8 jours de Noël. Ils avaient d'abord en ligne de mire la banque CNCAS à la station EDK de Saint-Louis. La station n'était pas la première cible des 9 assaillants. L'un d'entre eux est décédé dans l'échange de tirs, on le rappelle. Le film des événements et la suite de cette affaire avec le commandant de la compagnie de Saint-Louis. Le lundi 16 décembre 2019, aux environs de 3h30 du matin, des individus lourdement armés ont pris d'assaut la station EDK de Sanar, à la sortie de la ville de Saint-Louis, non loin de l'université Gaston Berger. Rappelons que ces individus avaient auparavant réussi à voler un véhicule dans le quartier de Ngalel, appartenant à la Chagette, et avec lequel ils opéraient. Selon les premiers renseignements recueillis, ces individus tentaient de s'attaquer à la banque CNCA qui est contiguë à la station EDK. N'ayant pas réussi à entrer dans ces locaux, ils se sont tournés vers la station où ils ont réussi à défoncer la porte de la boutique avant de s'attaquer aux pompes pour s'approvisionner en carburant. Entre-temps, un des vigiles qui avait réussi à rejoindre les toilettes à l'intérieur de la station a arrêté les gendarmes qui sont aussitôt arrivés sur. Lors d'un échange de tirs entre les malfaiteurs et les gendarmes, ces derniers ont visé les 2 pneus avant du véhicule, les obligeant ainsi à s'arrêter et à poursuivre le chemin à pied. Un des assaillants a été touché par balle et a succombé de ses blessures. Une enquête est ouverte à l'instant même et les investigations sont en cours pour retrouver les malfaiteurs en fuite. C'est le lieu, après cet événement, de magnifier le professionnalisme des gendarmes, mais aussi la bravoure et le courage dont ils ont fait montre au courant de cette intervention. Le nouveau commissaire de la police centrale de Kaolack a été officiellement installé. Serigne Amadou Diop remplace à ce poste le commissaire Modou Diop. Cérémonie en présence du directeur de la sécurité publique. Celui-ci incite les forces de l'ordre à plus de réactivité dans les interventions. Ibrahima Diamé Faligay. Après 3 années à la tête du commissariat central de Kaolack, le commissaire Doudou Bop passe le flambeau au commissaire Serigne Ahmadou Diop. La passation de service s'est déroulée sous les ordres du directeur de la sécurité publique, Abdou Habsal, qui a salué le travail du commissaire sortant, invite les éléments des forces de sécurité à encore plus de réactivité dans les interventions. Compte tenu des difficultés, de la complexité et de la sensibilité de la région, voire de la ville de Kaolack, qui est une ville carrefour, une ville religieuse, une ville de transit, une ville commerciale et une ville économique. Donc compte tenu de tous ces aspects, il faudra noter qu'il y aura des effets pervers de l'expansion de la ville et de l'urbanisation. Qui parle d'effets pervers de l'urbanisation parle évidemment de problèmes d'insalubrité, de problèmes de sécurité, de problèmes de montée de la délinquance, notamment dans des quartiers périphériques
et ce qui doit amener les forces de défense et de sécurité à s'adapter, à changer de posture, à être plus présentes pour quand même répondre aux aspirations des populations. La question de l'accueil dans les commissariats s'invite aussi dans le discours du patron de la sécurité publique qui exhorte les hommes de tenue à améliorer davantage leur rapport avec les citoyens. Comme raison d'être police, et puisque la raison d'être de la police, c'est la population, il faut que les éléments travaillent à améliorer leur rapport avec les citoyens pour quelques services qu'on leur demande. À l'écoute des populations. Dans le cadre du renforcement des effectifs, Kaolack ne sera pas en reste. Le commissariat central et le commissariat de Ndorong seront bien servis sous peu, informe le DSP. Merci Ibrahima. Marche contre la hausse du prix de l'électricité, acte 2 dès vendredi prochain pour le collectif Nyolank. Quant à la supposée mauvaise gestion de la Sénélec, l'organisation de la société civile demande un audit holistique de la boîte pour éclairer, sans jeu de mots, la lanterne des Sénégalais. Fatima Touré et Modou Diop. Le sentiment d'un devoir accompli anime le collectif Nyolank Nyobagne. Après une mobilisation réussie le vendredi dernier à la place de la Nation, les camarades de Guy Marius Sagna reviennent à la charge et comptent encore battre le pavé le 20 décembre prochain pour dire non à la hausse de l'électricité, mais aussi réclamer la libération de leurs frères de combat. Pour eux, la voix du peuple doit être entendue. La mobilisation va monter d'un cran ce vendredi 20 décembre 2019 à travers un rassemblement pacifique plus massif que la marche mémorable du 13 décembre 2019. Nous appelons les Sénégalaises et les Sénégalais à rester vigilants et mobilisés jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Toutefois, le collectif soutient que ce combat doit être l'affaire de tous. Pour ce faire, il appelle à une forte détermination des Sénégalais. Le collectif Nyolank renouvelle son appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, mus par cet objectif unique pour consolider une plateforme générale et efficace de défense des ménages dans ces moments périlleux où l'État cherche argent désespérément et n'a Dieu que les poches des familles pour compenser ses échecs. Par ailleurs, le collectif Nyolank Nyobagne demande un audit dans la gestion de la Sénélec. Ce n'est pas aux citoyens de payer pour ces gaspillages qu'ils n'ont pas causés. Surtout pas pour la Sénélec, ce gouffre à milliards opaque. Le refus de sa direction de toute idée d'un audit est en soi une preuve éloquente du manque de transparence pour une société nationale de son envergure. La place de l'indépendance, il est lieu choisi par le collectif Nyolank Nyobagne pour la marche de vendredi prochain, ce avec ou sans l'autorisation de l'autorité préfectorale. Fatima, plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le manque à gagner que cherche à combler la Sénélec. Ça, on le savait déjà. En revanche, selon le rapport de validité financière du secteur électrique au Sénégal, ce trou financier remonterait du temps de Mactar Cissé. Et la situation financière actuelle est bien ténébreuse. Effet de causalité ou pas, les clients commencent déjà à dénoncer les factures très salées. Certains parmi eux dénoncent une hausse rétroactive du prix de l'électricité. Regardez ce reportage de Pape Faraning et Diafaraba. La hausse du prix de l'électricité devait prendre effet dès ce 1er décembre, mais les dernières factures semblent dire le contraire. Pour ces clients de la Sénélec, les factures de ce mois sont très salées. Le 1er décembre, factures à partir du 1er décembre. Normalement, la hausse doit se faire sentir dans les factures du mois de février, mais pas celle-ci. Vraiment, c'est pas normal. Je payais 55 000 francs, maintenant la facture est à 82 000 francs. L'autre jour, ma mère déplorait la cherté des factures. Elle suppliait même le président Macky Sall pour qu'il puisse revenir sur sa décision. Même constat, c'est les clients qui utilisent les compteurs prépayés. Ils voient que leur carte s'épuise plus tôt que d'habitude. Actuellement, tout le monde ressent la hausse. Même nous qui avons les cartes, une carte de 5 000 francs qui faisait 15 jours ou même 20 jours avec nous, maintenant ne dure plus.
Si tu achètes 10 000 francs, même pas 10 jours, la carte est épuisée. Vraiment, c'est dur, on ne comprend plus. Mais la hausse du prix de l'électricité, ça fait très sentir. Pour pallier les prix exorbitants du coût de l'électricité, certains Sénégalais trouvent un moyen pour économiser le courant. J'éteins tous mes appareils frigo et autres quand je sors pour économiser le courant. Il nous arrive parfois de travailler jusqu'à 17 heures pour arrêter afin d'économiser, sinon les factures seront très salées. À peine 2 semaines de l'effectivité de la hausse du prix de l'électricité, beaucoup de Sénégalais crient d'ores et déjà au secours et réclament tous à l'État de revoir sa décision. Merci Pape Farah. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette colère qui éclate. Les professeurs de la promotion 2013 de FASTEF réclament toujours leur intégration dans la fonction publique. 150 d'entre eux attendent une main tendue de l'éducation nationale. Voilà 6 ans que le chômage les ronge. Maguette Souaré Diallo et Tierno Loromedi. Ils font partie des 150 professeurs de l'enseignement secondaire qui attendent leur premier poste et une intégration dans la fonction publique. Et pourtant, en janvier 2014, le chef de l'État exhortait son gouvernement à régler la question de ces diplômés de la FASTEF depuis 2013. 5 années après, la question n'est toujours pas résolue. Depuis 2013, nous sommes toujours dans l'attente. Depuis 2013. Et ces 6 ans d'attente, oui, marqués par des moments d'espoir, parce que quand on rencontre les autorités, l'espoir il naît, des moments d'angoisse quand le silence s'installe, et des moments de misère. Parmi nous, il y a d'autres qui ont tenté l'immigration clandestine, et on a eu à enregistrer 4 pertes de vie au Maroc et en Libye. 6 années d'attente suffisent largement de l'avis du coordonnateur des professeurs au chômage, promotion FASTEF 2013, Yuba Koli et ses camarades interpellent les autorités. L'attente est longue. Avec l'arrivée de ce nouveau ministre, Mamadou Talla, qui a manifesté sa disponibilité, il doit mettre en œuvre ce qu'il a programmé pour ces professeurs-là qui attendent depuis 6 ans. Dans l'immédiat, il n'y a pas à attendre avant le retour des fêtes de Noël. C'est ce que nous souhaitons. Pour rappel, en janvier 2015, l'État du Sénégal avait recruté certains de ses diplômés. Mais depuis cette date, ces 150 diplômés qui restent dans cette cohorte sont toujours au chômage, d'où leur appel au soutien. Des populations opposées à l'installation d'un centre de stockage et de transformation d'ordures en engrais bio à Dougar, c'est à Diamniadio. Craignant un bubus bis, ces populations alertent sur le respect de l'environnement, de l'étude environnementale, Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassamb. Recherche de solutions pour décongestionner la décharge de Mbobos, les autorités ont initié un projet de centre de stockage et de transformation d'ordures en engrais bio à Dougar, localité située à Diamniadio. Un centre d'enfouissement technique de 24 hectares et d'une capacité de 5000 tonnes par jour qui se heurte déjà au refus des populations des localités environnantes. Ces populations craignent un Mbobos bis. Ces derniers temps, vous avez remarqué que les autorités à travers la presse n'ont cessé de rassurer les riverains de la décharge de Mbobos en leur disant qu'elle va être fermée et qu'un centre d'enfouissement technique va être érigé dans la commune de Yène, mais où dans la commune de Yène, à quelques centaines de mètres des lotissements de l'extension de Dougapoudou. Il s'étale à plus de 27 hectares, c'est en quelque sorte un mini-Mbobos. De l'avis de ces populations, ce projet ne respecte aucune norme environnementale. Le cabinet responsable de l'étude d'impact et les autorités qui ont bien voulu donner ce site ont ignoré les conventions internationales, ils ont ignoré la constitution sénégalaise, ils ont ignoré le code de l'environnement. Ceci est largement suffisant pour qu'on puisse plus leur faire confiance et rejeter le projet. Ces habitants, regroupés autour de plusieurs collectifs, promettent de poursuivre le combat afin de ne pas accueillir les multiples problèmes environnementaux de Malika dans leur localité.
Merci Ousseynou. Et puis au lendemain de la publication du rapport de Human Rights Watch sur la mendicité des enfants talibés, vous le savez, l'ONG recommande à l'État d'intensifier et d'améliorer le programme de retrait des enfants de la rue. Aujourd'hui, c'est au tour de l'association des maîtres coraniques de se faire entendre. Selon les Serigne Dara, l'enseignement coranique étant laissé pour compte du système éducatif, ils appellent les autorités à accélérer la réforme enclenchée, notamment avec le PAMOD. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Le problème des Dara doit être réglé définitivement, c'est la conviction des Serigne Dara. Ils se sont retrouvés à Tivaouane dans le cadre du concours national de récital de Coran. Ces organisateurs du concours ont passé en revue les initiatives des Serigne Dara pour apporter des solutions aux problèmes du secteur de l'éducation coranique. Je pense que ça c'est un symbole et un appel fort à tous les mécènes et les bienfaiteurs pour soutenir les Dara, parce que nous attendons beaucoup de l'État. Les Dara sont un peu les parents pauvres du système éducatif. Il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens, mais nous encourageons vivement l'État de les accélérer pour améliorer la qualité. Cette année, Tivaouane est à l'honneur. Des enfants talibés sont venus de toutes les localités du département de Tivaouane pour participer à ce concours. Et les organisateurs décernent un satisfecit total aux maîtres coraniques. Nous sommes très satisfaits et très surpris par le niveau de certains élèves. On sent que depuis la première édition, il y a eu énormément d'efforts au niveau des Dara sur le tajwid, la récitation du Coran. Et notamment ici à Tivaouane, vraiment on est très surpris. Et on pense qu'ils peuvent nous réserver de grandes surprises au niveau des nationales. Seuls les meilleurs d'entre eux ont été choisis. Ils vont représenter le département de Tivaouane au niveau régional. Une manière de cultiver l'excellence. Ces talibés ont assuré une belle prestation au public de la cité de Seydi El Hadji Malick Sy. Merci, cher Ranta. FIDAK 2019, timing idéal pour le collectif des sinistrés de l'incendie du pavillon vert en 2015 pour se faire entendre encore une fois. 4 ans après le drame, motus et bouche cousue sur l'indemnisation des sinistrés malgré les pertes considérables. Aujourd'hui encore, ils appellent à l'aide car certains d'entre eux n'ont pas pu redémarrer le business après ce drame. Habib Faye, Mardieng. 2015-2019, 4 ans de galère derrière leur indemnisation. Les sinistrés du pavillon vert au CICES n'en peuvent plus. Il y avait plus de 40, une vingtaine de Sénégalais qui depuis lors attendent leur indemnisation. Mais depuis 1 an, vraiment, on a tout fait jusqu'à avoir le rapport qu'on a déposé au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Et depuis lors, nous poursuivons le dossier et nous attendons. Moult tentatives de rencontres avec les autorités, que d'échecs. Depuis au début, on a eu une rencontre avec le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Mais depuis que Madame la ministre Aminata Assome Diatta est venue, vraiment on ne l'a pas rencontré, elle nous a pas aussi conviés d'aucune rencontre pour voir l'avancement du dossier. Ni de près ni de loin, on n'a pas contacté le collectif des sinistrés du CICES. Rappelons que nous avons ce collectif qui regroupe les Sénégalais. Il y a aussi les étrangers qui a été vraiment pilotés par leur ambassade. Seul espoir, l'agence judiciaire de l'État. Ça fait 3 ans, nous, on n'a aucune information venant du ministère, pour vous dire. Depuis même que la ministre Aminata Assome Diatta est venue, elle ne nous a pas contactés, ni ses collaborateurs aussi ne nous a pas contactés. Nous, on est là, on essaie de contacter le gouvernement via l'agence judiciaire de l'État. Nous avons tenté de rencontrer le directeur du CICES pour des éclairages. Cheikh Ndiaye opte pour l'omerta. Justement de cette 28e édition de la FIDAK, ça ne se bouscule pas encore devant les stands, mais les exposants restent confiants tout de même. Les débuts sont toujours timides, mais la ruée, c'est pour la dernière ligne droite. À 8 jours de Noël, les rares clients rencontrés ont trouvé leur bonheur à la foire. Reportage à Satou Gueiba et Diafaraba.
Passe commercial, ce n'est pas encore le grand rush, mais les vendeurs les plus inspirés s'en sortent quand même. Il s'agit de multiplier les astuces pour attirer l'attention des clients et faire de bonnes affaires. Quelques jours après l'ouverture des portes de la 21e édition de la FIDAK, les vendeurs exhibent encore leurs marchandises. Les prix sont abordables. Vous savez, le mois de décembre est surtout consacré au solde. Donc c'est une occasion pour nous de diminuer les prix pour que les clients puissent venir acheter comme il se doit. Les quelques clients rencontrés semblent satisfaits. Une palette de produits et prix variés leur sont proposés. Aussi c'est abordable aussi quoi. Bon, l'année passée je n'étais pas venue là. Mais une fois cette année-ci. Mais vraiment, moi je trouve mon compte ici parce que les prix sont vraiment abordables et variés. C'est la troisième fois que je viens ici et je fais de très bonnes affaires. Malgré la faible affluence au CICES, les commerçants gardent espoir et trouvent tout de même des solutions pour écouler leurs produits. Du côté des clients, l'offre est fortement appréciée. Et pour vous donner envie d'y aller, sachez que cette année, vous pourrez visiter le stand de la Gendarmerie nationale, comprendre le rôle et le sens de la prolifération des brigades de proximité pour une meilleure gestion de la sécurité avec les autorités locales, selon le néo-patron de la Gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine. Stand du mémorial de la gendarmerie qui nous présente un peu son histoire des débuts à nos jours et plus particulièrement pour cette année de présenter le concept des communautés de brigades et l'érection des brigades de proximité. Un concept innovant qui nous permet de mettre en place une sécurité plus consensuelle, une sécurité plus inclusive, qui va demander l'implication des autorités élues au plan local, des leaders locaux, des organisations de jeunes, de femmes, des autorités administratives, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par la sécurité au niveau local. Du parcours, je dois dire que je suis très satisfait de ce qui se passe ici pour les unités de gendarmerie. Au-delà de cette proximité géographique, il faut une proximité, je dirais, philosophique. Il s'agit d'implanter des dispositifs de sécurité qui prennent en compte les besoins exprimés de manière expresse par les populations et toutes les autres parties prenantes. Voilà le stand de la gendarmerie au pavillon brun. Venons-en à notre reportage Noël du jour. À 8 jours de la fête, pâtissiers et pâtissières de Dakar ne ménagent aucun effort pour offrir à la clientèle des bûches savoureuses et un peu sophistiquées chez certains, vous allez le voir. Il était une fois la bûche, la star des desserts de Noël. C'est un reportage gourmand de Ababakar Kamara et Abib Faye. C'est un gâteau qui termine le repas de Noël dans les pays occidentaux. La bûche de Noël est aujourd'hui adoptée par bon nombre de Sénégalais dans les pâtisseries. Elle est visible sur les rayons au point de faire saliver d'aucuns. Bon, la bûche de Noël, comme tous les années, comme on le prépare à la brioche dorée, on fait de bonnes bûches de Noël, vraiment très classe. Oui, comme là vous le voyez, on a un tronc. Bon, c'est un symbole. Comme tous les années, on fait des bûches de Noël. Comme on en a déjà fait, mais qui sont déjà... Il y a un de nos certains clients qui ont acheté nos bûches là, récemment. Ça, c'est du praliné, c'est fait avec du chocolat et un peu de décoration. Alors nos bûches, ce sont des bûches qui sont... C'est une recette italienne. Comme vous connaissez, Mamma Mia, c'est une franchise italienne. Aujourd'hui, nous avons élaboré nos gâteaux avec de la crème. C'est fait à base de crème. Et ensuite, à l'intérieur, selon chaque bûche, par exemple, on a la bûche au Ferrero Rocher. C'est une bûche qui a à l'intérieur le chocolat que vous mangez, le Ferrero Rocher. Il y a la même chose avec la fraise, qui a à l'intérieur des morceaux de fraise. Mais tout ça, ce sont des semi-freddo. C'est une spécialité italienne. Avec une technicité rare, les pâtissiers se vantent déjà de leur création aux parfums différents. Je fais appel à tous nos clients, ceux qui connaissent ou ceux qui ne se connaissent pas. Bon, je sais il y a beaucoup de personnes qui connaissent la brioche dorée, de venir goûter nos bûches parce qu'on fait de très bonnes bûches. Aujourd'hui, vous avez
Bon, j'aime pas parler de mes concurrents parce que j'espère que chacun puisse vendre énormément et que ça marche pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la différence, c'est vraiment dans ce que nous fabriquons est typiquement italien. Aujourd'hui, les gens qui font des bûches font des recettes traditionnelles, qui sont des roulés de gâteaux, en général avec la crème qui a par-dessus. Il y en a d'autres qui font des recettes de bûches avec des glaces. Et donc aujourd'hui, on a décidé de se différencier de tout le monde et de faire quelque chose qui est nouveau. La bûche de Noël est dégustée généralement au soir de la fête après un copieux repas de résistance. Un dessert très attendu à la veille de Noël. Et on a bien envie de goûter tout ça, Habib. Merci beaucoup. Parlons de la réhabilitation du centre Talibou Dabo. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu à Talibou Dabo ce matin pour constater les travaux de transformation du centre. Abdoulaye Diouf Sarr appelle à une coopération fructueuse pour doter de l'établissement de moyens nécessaires pour accompagner les enfants en situation de vulnérabilité. Le voici au micro de Mohamed Samb et Tierno Loromendi. Parce que nous avons effectivement conscience que la cible de Talibou Dabo est une cible extrêmement vulnérable, est une cible qu'il faut assister en permanence, des perspectives surtout de suivi au plan pédagogique. Je crois qu'il y a lieu de renforcer tout ce qui est donc outils pédagogiques pour permettre à ces enfants-là d'avoir les chances de leur épanouissement intellectuel et professionnel. Il y a aussi effectivement toute la préoccupation du transport, parce que ce sont des enfants effectivement qui quittent des familles, qui viennent à Talibou Dabo. Il faut les assister du domicile à l'école. Et je crois que cet effort-là, d'une assistance intégrale depuis le domicile jusqu'à l'école, mérite effectivement d'être bien appréhendé pour que véritablement Talibou Dabo soit une institution qui accueille des patients, mais des patients qui se disent que même s'ils sont chez eux, Talibou Dabo les suit chez eux, et ça me paraît important. Donc à la journée. 49 journalistes tués en 2019 contre 80 en 2018. Dans son dernier rapport, Reporters sans frontières évoque la baisse du nombre de journalistes tués dans le monde. On apprend dans le document que 389 confrères sont emprisonnés et 57 toujours en otage. Des chiffres historiquement bas selon le dernier rapport RSF. Ibou Diouf. Dans son bilan annuel, l'ONG Reporters sans frontières se veut catégorique. Le journalisme reste dangereux au vu des chiffres lors des 12 derniers mois écoulés. En 2019, 49 journalistes ont été tués, 389 sont actuellement en détention et 57 en otage. Un nombre de victimes très bas comparé aux 16 dernières années, mais il reste beaucoup à faire pour baisser davantage les 44%. Reporters sans frontières parle de chiffres historiquement bas en comparaison avec la moyenne de 4 morts enregistrés ces dernières décennies, ce qui traduit essentiellement la baisse du nombre de journalistes tués sur le terrain de conflits armés. La couverture des conflits en Syrie, au Yémen, en Afghanistan s'est ainsi avérée 2 fois moins meurtrière pour les journalistes. 17 journalistes ont été tués dans l'ensemble de ces 3 pays en 2019 contre 34 l'année précédente. Ainsi, le Mexique compte, comme l'année dernière, 10 journalistes tués. L'Amérique latine, avec un total de 14 journalistes tués sur l'ensemble du continent, est devenue une zone aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient, meurtri par ces conflits fratricides. Pour les journalistes, la frontière entre les pays en guerre et en paix est en train de disparaître. S'alarme le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. S'il convient de se réjouir d'une baisse inédite du nombre de journalistes tués dans les zones en conflit, nous constatons parallèlement que de plus en plus de journalistes sont sciemment assassinés pour le travail dans des pays démocratiques, ce qui constitue un véritable défi pour les démocraties dont ces journalistes sont issus. La Chine, qui a intensifié sa répression contre une minorité, détient à elle seule un tiers des prisonniers dans le monde. Un travail possible grâce à une minutieuse collecte d'informations. L'objectif est de mieux affirmer la stratégie et cette forte présomption que la détention, l'enlèvement, la disparition ou la mort d'un journaliste est une conséquence directe de l'exercice de sa profession.
Merci Ibou. JOJ 2022, Petrodive va accompagner le Comité national olympique Sénégal pour l'organisation de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal. Un accord de partenariat a été signé dans ce sens entre le CNOS et la dite société. C'était aux Émirats arabes unis en présence du ministre des Sports, Ressi Ibrahima Kane. Pour la réussite des JOJ 2022, le CNOS est à pied d'œuvre pour gagner le pari de l'organisation. C'est dans ce sens que s'inscrit cette mission aux Émirats arabes unis, mission lors de laquelle le Comité national olympique sénégalais a paraphé un protocole d'accord avec Petrodive en perspective des JOJ. Cet accord de financement, de coopération, d'encadrement et d'accompagnement en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse, des JOJ. Je pense que c'est un signal très fort parce que c'est le premier qu'on signe, même si dans le pipe il y a beaucoup de manifestations d'intérêt. Je suis très content que ça se passe en premier par Moustapha, à qui je renouvelle mon estime, mon affection, et en présence du ministre en charge des sports et de notre ambassadeur ici dans les Émirats. Il y a une part sociale que se fait un devoir, le groupe Petrodive en Afrique, de toujours accompagner la jeunesse africaine sur le sport, parce que le sport ça réunit, le sport ça fait du bien, et dans notre métier c'est aussi un métier sportif, parce que la plongée ça vient quand même du sport. Donc c'est vraiment une continuité pour nous. Évoluant dans le secteur du pétrole et du gaz, mais aussi dans les travaux offshore, Petrodive s'engage à accompagner le CNOS pour la réussite de sa mission. Un partenariat qui augure des lendemains meilleurs. Avec ce type de partenariat, nous sommes sûrs que le comité olympique va relever les défis de l'organisation de ces Jeux olympiques. Petrodive a compris le rôle du sport dans le développement économique et social. Je dirais même le rôle que le sport pourrait jouer dans la stabilité des pays et la paix sociale. Cheville ouvrière de l'organisation de la 4e édition des JOJ, le CNOS se projette déjà en 2022. Après les Émirats arabes unis, la structure se rendra à Beijing pour nouer d'autres partenariats en perspective de l'événement que l'Afrique va accueillir pour la première fois. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.